Je vais vous balayer de l'outil pour les applications. Vous donner aussi un tout petit peu de background, mais surtout ce qui concerne le Web 1, le 3, je fais l'hypothèse que vous n'avez pas une familiarité forcément trop grande avec ça. Donc tout d'abord, vous me présentez. Donc rapidement pour me présenter, donc moi je fais allez-y, venez, et plutôt par là, parce qu'il y a mon écran. Ouais. Donc, quelque chose dans ma vie, un background d'ingénieur de l'HEC, j'ai été pendant 2 ans dans les chemins nucléaires dans un engin, DG de la SMINU, j'ai fait un peu l'histoire que j'ai fait dans le début de l'Internet en 1992-93, ensuite on a fait ça en France et dans ces 2 pays dans le monde. Mettez-vous plutôt de ce côté-là, parce qu'il va y avoir un petit écran. Devant. Donc DG de la SMINU, DG dans le groupe Danone, tenter l'Everest, ça c'était en 2001. Voilà, j'ai eu multiples activités. J'ai plongé dans la blockchain en 2015, c'est ce que j'ai perçu, parce que c'était les mêmes chiffres et la même importance que toute la vague Internet en fait, qui a commencé en 92-93. Et puis voilà, donc de la blockchain, ça glissait vers les tokens, tokenisation NFT, Web3, DAO, enfin un peu tous les éléments. Donc je vais essayer de vous parler après. Dernier point, je fais du 3-8 actuellement, j'ai pris ma retraite cette année, donc j'ai 62 ans. Et j'ai pris ma retraite dans le Berry, donc je fais un peu du 3-8, travailler la nuit, enfin pas travailler la nuit, mais dormir la nuit et faire du sport pendant 8 heures. Il y a 8 heures de remise en route de l'exploitation forestière, avec de la morue, du bambou, transformation de sanglier, et puis de multiples énergies, de la méthanisation, fabrication d'hydrogène en période. Et 8 heures dans le Web 3, voilà, continuer à accompagner des clients dont je vais vous parler du Thales, j'ai eu l'occasion d'être consultant pour le rappel, donc président en période, qui est donc l'unité ce matin, c'est de vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est de vous présenter une dizaine de charts de quoi on parle, montrer un peu plus d'explications pour les seniors, et après de répondre à vos questions, qui sont très flexibles là-dessus. Donc, ce dans quoi on s'inscrit, c'est vraiment tout un mouvement là, comme ça, qui a commencé avec l'Internet, le Web 1, ce qu'on a appelé le Web 1, où c'était vraiment dans tous les Yahoo, Altavista et Google qui avaient tout commencé à émerger à ce moment-là. Puis ensuite, il y a eu le Web 2 où là, c'est toute la phase un peu sociale des réseaux sociaux. Et on est rentré dans une phase Web 3 où il y a de multi-techno que je vais vous présenter, où on parle vraiment de non seulement on participe, on apporte du contenu, mais en plus de ça, on a une sorte d'ownership, on a une possibilité de posséder soi-même une part des marques, une part des collections, des actifs digitaux qui sont fabriqués. J'ai écrit un livre avec 3 autres personnes, Emmanuel Noiran. Donc ça a été fait l'été dernier, parce qu'on a des clients dans le secteur de l'assurance, on a fait à peu près une 60aine de médailles pour eux. Et là aussi, je vais revenir un peu sur ces éléments-là. J'ai créé avec Emmanuel l'association France Méta, qui regroupe 1300 professionnels en France. Alors la raison en est simple, c'est qu'initialement, il y a Mark Zuckerberg qui a dit le métaverse c'est ça, et le métaverse pour lui, c'était un peu le Second Life, une sorte de réanimation du Second Life, à savoir on prend un univers 3D, on met un casque et on prend un avatar. On s'est dit non, il y a de multiples autres manières de manifester, de fabriquer des métaverses. Ce qu'il faut garder en tête par rapport à toutes ces technos, c'est que ça va de plus en plus vite. Ça, là, vous avez la courbe d'adoption des technos sur un siècle aux États-Unis, et vous avez l'avion, l'électricité, un peu tous ces éléments-là. J'ai eu l'occasion d'être consultant pour Apple en 2009-2010, et c'était pour le lancement du smartphone. Le smartphone date il y a une dizaine d'années. Donc regardez la vitesse d'adoption, alors qu'il a fallu une 50aine d'années pour les avions, une 40aine pour l'électricité. Tout ça est en train de s'accélérer, donc gardez en tête qu'on va vraiment de plus en plus vite. Et on n'a plus réellement de recul par rapport aux technologies qu'on prend. Je suis dans des commissions de réflexion, j'avais été sur l'IA, sur l'IA éthique, la data éthique, en fait et autres. On est en train d'essayer de réfléchir sur la métaverse éthique. C'est une catastrophe annoncée, enfin, parce qu'il y a une petite nation là-dessus, et ça va vraiment très très vite. Une courbe pour indiquer la vitesse d'adoption, c'est celle de la blockchain, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça a commencé en 2009,
genèse pour People, c'est le 3 janvier 2009. Mais en fait, une très forte progression. Donc, on est passé par Ethereum qui a apporté certaines fonctionnalités par rapport à la plateforme blockchain qui en avait certaines. Ça a donné un peu toutes les blockchains que l'on connaît, à peu près une centaine actuellement. Et bien sûr, depuis l'an dernier, sont arrivés les NFT. Et avec, on en parlait un petit peu avant, mais c'est surtout les NFT, donc vous avez probablement déjà entendu parler, très centrés sur l'art. Moi, j'ai essayé d'ouvrir il y a un an, et c'est comme ça que je suis venu au Metaverse assez rapidement, de dire un client est venu me voir, il m'a dit, c'était en octobre de l'année dernière, grande déclaration de Mark Zuckerberg, disant le Metaverse c'est ça, on se rebaptise Meta, et forcément, c'était un coup de clairon assez fort comme ça qui a été envoyé. Et à l'époque, un client, un détaillant des Van Bordeaux, qui a une cinquantaine de millions de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires, est venu me voir et m'a dit je veux un métaverse. Et la réponse a été non, le métaverse ne va pas vous servir à grand chose, en revanche, les NFT sont pertinents. À nouveau, c'est une très belle phrase qu'on apprend en psycho, une phrase de Maslow, c'est pour un marteau, tout ressemble à un clou. Et quand vous allez rencontrer, si vous êtes des entreprises ou si vous rencontrez des personnes qui font des métaverses, vont pousser du métaverse, prenez systématiquement le recul de vous dire est-ce que j'ai bien besoin de ce métaverse-là? Est-ce que le métaverse est la bonne réponse? Il y a bien d'autres solutions comme ça techno. Là, en 2015-2017, tout le monde voulait faire de la blockchain. La blockchain, ça marche dans 5% des cas. Pareil pour les métaverses. Le métaverse tel que Zuckerberg le pense, c'est à peu près 5-10% des cas. Le reste, il faut faire d'autres types de métaverses, d'autres types de réalité augmentée ou virtuelle. On va en parler après. Pour revenir au NFT, pour revenir au grand coup cassé, là, la démarche a été de dire on va vous proposer un NFT. Un NFT, c'est une sorte de jumeau numérique qui est illustré en fait ici. On a la bouteille physique, mais on peut rajouter, grâce au NFT, à l'enregistrement sur la blockchain, ce grand livre un peu universel, on peut rajouter un droit à de l'assurance, on peut rajouter du droit de garde. Donc votre bouteille n'est plus du tout obligée de bouger d'un endroit à un autre, en fait d'être livrée immédiatement. Elle peut rester dans le chai en fait, du château pour se bonifier en fait, l'autre, et vous la commandez, que vous la faites livrer de 3, 4, 10 ans plus tard. Vous pouvez rajouter d'autres éléments. On a commencé à réfléchir là, avec les châteaux, les châteaux Marco, château Rothschild, je ne sais plus, mais de rajouter même d'autres, de faire du plurisensuel au travers des NFT, à savoir faire des enregistrements. Décider à un moment, vous allez goûter du Pétrus 96, vous allez noter, vous allez voir qu'il y a des notes boisées, il y a un peu de cuir, il y a un peu tous ces éléments-là, et les notes forcément vont faire penser à de la musique. Donc vous pouvez associer une musique en fait directement au cru et dire après tout le concerto numéro 23 de Mozart est parfait pour cela, donc vous pouvez connecter comme ça ce. Autre élément pour ceux qui sont familiers avec le business model, là le business model quand vous faites des NFT, vous pouvez toucher des royalties à chaque fois que c'est revendu, à chaque fois que ça circule. Et là le négociant au bout d'un an s'est aperçu qu'il faisait 2 fois plus de marge au travers des royalties qu'il en faisait au travers de la marge initiale que s'il vendait. Donc au lieu de 30%, il monte à 60 ou même 100% de marge parce qu'il a touché 3%. On a réglé, quand on a fait les NFT, on a réglé à 3% les royalties. Voilà. Donc ça, c'est le genre de business model qui sont là. Le point ici, c'est attention, les métaverses, il y a d'autres solutions que cela, notamment de la blockchain. Je travaille actuellement pour là aussi, la question était pour Claude Lelouch pour son prochain film. La question venait de dire on va faire un métaverse comme ça pour les films. Là, la réponse a été non, pour le financement, c'est beaucoup plus intéressant de faire les NFT du film et de transformer le spectateur en spectateur, parce qu'il y a des possibilités de faire ce qu'on appelle du VFX on set ou des effets spéciaux où on peut donner le droit à quelqu'un qui a acheté un NFT du film, donc une toute petite part du film, d'être acteur, de devenir figurant dans le film. Pendant 10 secondes, on peut caler, on est capable de faire ces éléments-là. Donc vous voyez là à nouveau la value du NFT, plutôt que de faire du métaverse, on fait quelque chose, on peut prévendre le film, des images du film, on peut prévendre des royalties comme ça sur les résultats du film, on peut prévendre des masterclass à Bonn avec Claude, on peut faire des tas de trucs comme ça un peu ouverts, ce qui n'empêche pas par la suite de regrouper toute son œuvre, qu'il a fait le 14 novembre dernier là, au Palais Congrès, je sais plus, son anniversaire, c'est 85 ans, et il fêtait 50 films, voilà, où on peut avoir une sorte de métaverse un peu local pour un événement.
Donc ça, voilà, le genre de réflexion à côté de laquelle il ne faut pas passer si vous pensez métaverse. Alors, quand on parle beaucoup de Web3 actuellement, c'est un tout petit peu complexe parce qu'il y a de multiples technologies en fait, qui interfèrent les unes avec les autres. Donc on a beaucoup parlé des métaverses, je vais revenir un peu pour vous focaliser là-dessus. On a parlé de tout ce qui est la partie blockchain. Donc vous voyez que là, avec un ensemble booléen comme ça, vous avez des métaverses qui sont connectés à des NFT, et là on peut parler de métacommerce. Il y en a certains où des avatars, mais d'autres où il n'y en a pas. Il y a de la réalité augmentée, en fait, ou pas. Donc il y a une grande complexité actuellement à définir en fait, ce qu'est le métaverse. Et je dirais, il y a autant de définitions de métaverse que de gens qui en font. Un peu comme un peu ce qu'on dit pour ceux qui ont pratiqué le bouddhisme, c'est exactement pareil. Donc, et ça serait un peu la même manière pour Internet. Si je vous donne une définition à Internet, ben, vous allez avoir de l'éclairage. Alors, soyez assez décontractés par rapport à ça. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jeff Bezos, c'était en 99. Donc, lui était très, bien sûr, Amazon. Et pour lui, l'Internet, c'était du e-commerce. Pour moi, qui était plutôt moteur de recherche avec AltaVista, c'était le search, en fait, qui définissait vraiment l'Internet. Donc tout ça est en cours, tout ça est en mutation, et voilà. Donc il n'y a pas de définition, et ça c'est pour décomplexer complètement. Je n'y comprends rien en métaverse. Je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui comprenne grand-chose pour l'instant. Donc chacun y va de cette petite définition pour essayer de mettre de planter des jalons, planter des piquets dans la paroi. Et pour en venir sur Transmeta, c'est un peu la vision, elle est un peu de souveraineté, de dire attention, il y a du GAFA 3.0 qui est en train de s'annoncer, donc c'est à nous de définir en fait ce que l'on a envie de faire de tout ça, alors, surtout si vous avez des enfants, et si vous voyez l'addiction en fait, qui peut être induite par des métaverses comme Fortnite en fait. Donc la définition de Marc elle était assez simple, hein, c'est le lancement de la vague méta. Là, les métaverses, c'est des 3D, avatars plus des lunettes. Donc avec des espaces de jeu, des espaces qui sont plus ou moins bien définis, qui posent des problèmes depuis 4 ou 5 mois. Il y a des adoptions bien sûr qui ont été faites par Carrefour pour du recrutement avec une initiation par Alexandre Bompard, le CEO. Voilà, donc ça a été un peu le point de départ. Donc nous, entre-temps, on a cherché d'autres solutions. Donc là, je vous présente un métaverse qui existe depuis 1 an et demi. Ça a été utilisé par le Cloud Computing Club. La solution est française, c'est l'open source. Et c'est une société qui s'appelle Work Adventure qui a mis ça en place. Et là, il y a eu 1500 métaverses qui ont été créés en l'espace d'une semaine et qui étaient interconnectés les uns avec les autres. L'idée, elle est toute simple, c'est plutôt que d'avoir des métaverses avec des avatars, on a des mini-avatars un peu comme des Hasbro. Et Hasbro, dès que 2 avatars se rapprochent, à moins de 1 mètre dans ces espaces-là, vous avez des pop-up de visio en fait, qui arrivent. Il y a un petit avantage, c'est que ça remet un peu l'humain au centre du village. Il se trouve qu'avec Zoom, on est quand même très familier avec ça. Il y a un troisième avantage pour des applications un peu plus militaires et de sécurité de manière générale, c'est de vérifier l'identité de la personne. Pour éviter les hacks en fait, parce que là, il y a des grands problèmes de cyber-hack, de cyberdéfense, comme ça, de ces univers-là qui vont venir. Je fais partie de la réserve nationale et de la gendarmerie nationale. J'étais hier après-midi avec eux, juste pour expliquer la manière dont on peut faire du fake, du hack. Voilà, et avec de la pédocriminalité qui va se répandre à une vitesse grand V comme ça dans ces univers. Donc ça me donne une vision, vous voyez, un peu plus dynamique, qui n'est pas du tout celle de l'avatar où on voit l'autre personne et on est à 3-4 autour de la table, mais de dire qu'il peut y avoir du bouillonnement comme ça d'images, d'idées, d'échanges d'informations. Et on peut faire des grandes salles de réunion, on peut faire des endroits où on va poser de l'information, la partager en fait. J'ai une application, j'en ai fait un comme ça pour ma famille, et je retrouve ma mère qui doit avoir 84 ans actuellement, je la retrouve là comme ça, on se retrouve en visio. Et elle se balade et elle voit, il y a un endroit où on pose des photos, en fait. Donc ça c'est, pour vous illustrer, il y a un métaverse qui est un peu plus friendly, et qui ne passe pas par des lunettes, en fait, et autres, mais qui est une nouvelle manière de présenter la réalité ou présenter les informations que l'on peut souhaiter. Alors quand on regarde les grands types de métaverses, en fait, les grandes utilités, elles sont, j'ai essayé de les résumer au nombre de 4. Donc la première que j'ai pu vous montrer là, c'est un peu le partage d'informations qui peuvent être statiques. Donc là, vous allez vous retrouver par exemple dans des univers, très 3D, des magasins 3D un peu plus classiques. Il y a des aspects de travail collaboratif où là vous allez pouvoir faire des réunions, il y a des rencontres. Je
je crois, un avenir absolument énorme pour les métaverses, le type Tinder, le club de rencontres en fait et autres, puisque là, la grande difficulté, c'est d'avoir un premier écran, un lieu de rencontre, et là, je pense qu'il peut y avoir des échanges un tout petit peu plus forts. Et bien sûr, pour les organisations d'événements, pour les lancements de films, même pour des salons comme celui-ci, on pourrait très bien avoir dans 20 ans d'ici, je ne sais pas, de petites personnes qui pourraient suivre. Après, il y a toute une partie sur le gaming, comment dire, le gaming, le sport et les simulations immersives. Ça, c'est un véritable credo. Je travaille avec des chirurgiens pour des simulations avec des gants haptiques, donc là, de l'entraînement. Là, vous avez vraiment besoin d'un immersif profond. C'est pas simplement l'immersif constaté un peu comme au cinéma, mais vous avez vraiment là, ce besoin de simulation, de test et d'apprentissage autour de pilotage. Par exemple, pour entraînement aux incendies, avoir une immersif, j'ai eu l'occasion de le faire à l'armée, je l'ai retesté il y a à peu près un an, d'être en immersif quand vous avez besoin d'intervenir dans le noir complet, avec des flammes, de la chaleur, du bruit. Vous êtes à 4 pattes et avec une bouteille comme ça d'oxygène, ça, ce genre de truc-là, voilà, c'est inapprenable. Ou vous le faites en réel, mais c'est toujours un petit peu dangereux. Je l'ai fait avec un ami qui est dans les pommes parce que ça me dit à 70-80 degrés, enfin, c'est très compliqué, mais au moins vous êtes préparé à cet environnement-là. Et le dernier point, c'est un peu la représentation, ça j'ai un véritable credo qui est sorti il y a à peu près 3 mois, qui est de se servir non pas du métaverse pour fuir dans une réalité, un peu comme pour du gaming, vers les paradis artificiels ou autres, mais de se servir du métaverse un peu comme un couteau suisse pour arriver à représenter de l'invisible. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est celui-ci. Ça vient d'une exposition à laquelle j'avais assisté et qui était l'Odyssée sensorielle. C'était à la Grande Galerie c'était sous la Grande Galerie du Muséum d'Histoire Naturelle, où il y avait une visualisation de multiples choses. Il y avait de la glace, il y avait de l'iceberg, tout le monde écoutait avec l'odeur un peu métallique comme ça de la glace. Et à un moment, je suis tombé là-dessus. Il se trouve que j'ai un client qui est un plus gros céréalier, coopérative française de céréales, de mâles, qui s'appelle Accéréales, et je leur ai dit, on va faire un métaverse du sous-sol. Donc on est en train de travailler là-dessus pour arriver en fait à faire une sorte d'immersion pour les agriculteurs, pour leur faire une illustration en fait du biologique du sous-sol, parce que moi je sais que dans la ferme actuellement j'ai 23 hectares, j'ai une vision très surface, et qu'à la limite je comprends ce qui se passe sur 10 cm, avec les racines qui plongent, notamment par la sécheresse, les plantes qui résistent, qui ne résistent pas. Mais là, on plonge vraiment à 2 mètres de profondeur, et puis on regarde le travail de verre, on regarde le travail de taupe, les sondes, et surtout, de manière beaucoup plus fine, tout ce qui est xylophage, en fait, tous les éléments toutes les amides, tous les microbes, en fait, qui détruisent, et les micro-organismes qui font la destruction et l'enrichissement progressif du sol. Donc là, il y a une manière, vous voyez, de faire de la 3D très immersive, de mettre du lourd, parce que le verre, enfin, le verre ou la taupe en train de poser son trou, c'est absolument passionnant. J'étais la semaine dernière à Angers, et j'ai une anecdote assez amusante parce que j'étais sur scène avec je suis en train de présenter cette charte-là, et j'ai 200-300 personnes du monde de l'agriculture, des coopératives, des étudiants, patriotes. Et puis il y avait le patron de Mouet qui était là, et puis qui à un moment est parti, mais alors il avait un fou rire qui n'avait pas à arrêter. Et je lui demandais, bon, dites-moi, partagez votre fou rire avec tout le monde. Et en fait, il a trouvé une très belle expression qui était, il a appelé ça le métavers de terre. Ouais. Donc l'expression est un tout petit peu restée depuis, et c'est devenu un code comme ça au sein de l'entreprise pour poursuivre ce développement-là. Donc là, vous voyez cette représentation comme ça de l'invisible, on n'y pense pas quand on le fait du métaverse. On se dit, tiens, il y a la fuite, on part du réel et on crée ou un jumeau numérique ou alors quelque chose d'un peu plus virtuel et on fuit dedans. Fortnite étant le Roblox ou Minecraft étant les meilleurs exemples. Mais on peut se servir de cet outil pour représenter de l'invisible. Par exemple, j'ai une intervention demain au centre de doctrine de l'armée, dans l'état-major, où là on peut faire des représentations un peu comme une chauve-souris qui est en train d'envoyer des échos radars auxquels nous on n'a pas accès, alors que la chauve-souris est en train de faire ses échos à 30 000, 35 000 Hz. Nous on peut faire une représentation Wi-Fi ou une représentation des ondes qui sont là, par exemple sur une zone de combat ou même dans un bâtiment comme celui-ci.
Voilà. Donc il y a des accès comme ça, des représentations on pourrait appeler ça en data mining de la data vise, mais ça va plus loin que la data vise, puisque là on arrive à mieux à comprendre toutes les multiples dimensions qui nous entourent. En parlant de dimensions ici, là vous avez encore une vision 3D. Maintenant imaginez la 4D avec ça. C'est-à-dire la 4D, vous allez vous déplacer dans le temps. Donc il y a la possibilité à un moment de donner l'éducation à un agriculteur, à un élève d'une école, enfin ou autre, à dire ben, voilà, votre sol a été bitumé, parce que c'est à peu près ce qu'on a fait pendant 20 ans, on n'arrêtait pas de rajouter des minéraux et des engrais, des fertilisants, enfin, tous ces éléments-là. Le sol sur 40 cm, franchement c'est n'importe quoi, il n'y a plus aucune vie ni rien. Donc c'est de partir de cet état-là, mais de montrer comme ça, année après année, ou même mois après mois, d'avoir une sorte de film très très pédagogique comme ça. Donc on est en train de travailler là-dessus pour faire cette modélisation, on va arriver à montrer. Cinquième dimension, on peut très bien rajouter du zoom avant, zoom arrière. Donc là on rentre dans un domaine qui est la réalité mixte, on dit la réalité augmentée. Donc là aussi, vous allez être dans un métavers où vous allez faire du zoom in, zoom out pour aller comprendre comment la bactérie fonctionne, et même, voilà, tous ces éléments-là, pour comprendre, faire des zooms sur la partie. Donc bien sûr, il y a des applications. Alors là, on va passer un peu plus dans le concret, comme ça, pour les seniors. Il y a des applications dans lesquelles je crois beaucoup, là, j'ai eu l'occasion de pratiquer pour du gaming, ça vous fait vraiment bouger. Ça donne, il y a un côté motivation en patriote pour les gens qui sont un peu statiques. Alors là, le nombre de jeux qui sont inventés, on peut copier des jeux actuels, c'est du Viking, c'est de la boxe, c'est tous ces éléments-là. Mais il y a des jeux où il y a des boules de feu qui peuvent être envoyées, en fait, tout ça. Il y a vraiment toute une univers très très créatif dans laquelle je crois beaucoup. Les fonctions pour les personnes âgées, pour être un peu plus liées, je dirais, au salon, j'en ai listé grosso modo 5. Tout ce que j'ai pu voir. Donc là, moi, de ce point de vue-là, je n'ai absolument rien à vendre. C'est plus un observatoire que je fais au travers de France Méta et des 1300 adhérents en fait, que l'on a dans l'association. Le premier, c'est le voyage en très immersif sans se déplacer. Donc ça, on a connu assez bien ce truc-là. Je dirais que c'est assez bien couvert par tout ce qui est réalité virtuelle et les lunettes. Et ça, on l'a connu un essor très très fort avec le confinement, où, bien sûr, on est allé amener comme ça les personnes à pouvoir sortir. Il y a un autre point, c'est d'appartenir à des nouvelles communautés, des communautés bridge. Moi, je sais que ma mère, j'ai essayé, et ça commence à prendre pour jouer au Scrabble. Elle avait tendance à faire du Scrabble sur son petit portable. À un moment, j'avais regardé des statistiques, et j'ai une très belle statistique aux États-Unis qui disait qu'être isolé, c'est l'équivalent de fumer 15 cigarettes par jour, pour montrer un peu la rapidité comme ça de propagation en fait, et le danger réel à laisser les personnes isolées. Et que là, il y a ces créations de nouvelles communautés, ça peut être assez opérationnel. Il y a rester en contact avec les membres de la famille, parce que le membre de la famille a un petit côté digital fun, et la personne âgée, je l'ai vu pour ma mère, c'est elle qui a pris le lit il y a 84 ans, tout ça pour dire venez me retrouver, qui a une heure fixe tous les 2 jours comme ça, pour venir donner un petit coucou, partager les infos et tous ces éléments-là. Il a travaillé à la mémoire et la réminiscence. Il y a un travail énorme comme ça de neurocognitif qui est de revisiter les lieux dans lesquels on est déjà allé. Donc ça peut être non seulement du studio, mais il y a des environnements comme ça beaucoup plus élaborés. Et puis trouver des nouvelles motivations où j'ai commencé à parler avant, pour du fitness, la pratique de nouveaux sports, éventuellement avec des personnes éloignées. Donc là, il y a un aspect, vous voyez, collaboratif qui est là. Autrement dit, par rapport au premier point, pour l'instant, ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'était beaucoup cette projection, cette capacité à aller visiter des pays. Mais là, maintenant, un métavers rajoute autre chose, c'est-à-dire vous êtes en caméra subjective, et vous avez la possibilité de le faire avec d'autres personnes à côté. Donc il y a du collaboratif ou du collectif qui vient se rajouter, et là, la techno est en train de développer ces éléments-là. Et donc de pouvoir bouger. Ça veut dire que si jamais vous visitez un musée, je vous donne un exemple après, si vous visitez un musée, donc vous n'êtes pas simplement en train de visiter le musée un peu tout seul, il peut y avoir un accompagnateur, et l'accompagnateur, vous allez le faire avec, pourquoi pas, les membres de votre famille, quelque chose de partagé, et surtout, vous allez pouvoir vous déplacer en 3D. Ce n'est pas un film avec une caméra comme ça, et que vous suivez, là vous avez vraiment cette possibilité de bouger. Il y a une explosion de contenu actuellement qui est en train d'arriver, et une raison très simple, c'est que vous avez le lidar sur un clavier. Ça vous dit peut-être rien, mais le lidar, ça vous permet de faire une représentation, une sorte de photo radar, qui vous capte les distances en fait, des objets. Si je vous prends une photo ici,
et une autre photo à côté, j'ai une représentation 3D qui est absolument parfaite. Je peux me déplacer dans la salle, faire le tour, pour autant que j'aurais pris les bons angles et me déplacer. Ça veut dire qu'il va y avoir du crowdsourcing, donc de la fourniture de contenu par le plus grand nombre qui va devenir possible. On est tous impliqués le jour où on va vous dire prenez des photos de tel et tel lieu ou des photos d'une maison de vacances, une maison familiale, en fait et autres. Vous allez le faire parce que vous allez le faire pour vos parents, une sorte de contribution active qui va être beaucoup plus permise et beaucoup plus forte comme ça par la suite. Et le métavers de ce point de vue-là, c'est un endroit, c'est une sorte d'outil de captation de toutes ces informations-là et puis de mise à disposition et de mise en œuvre. Donc gardez cet élément-là parce qu'il y a du prendre après par la main dans une maison de retraite, enfin bon, il y a de la multitude d'applications qui peuvent être faites. Absolument, j'ai dû prendre des exemples. Alors, je vous passe l'écosystème, ça c'est l'écosystème de manière générale aux États-Unis s'appelle le H-Tech. On n'a pas forcément trop entendu parler, je suis allé voir les startups, vous n'avez pas trop entendu parler. Il y a à peu près entre 500 et 1000 startups. Ça, si vous regardez mapping H-Tech sur Internet, ça va, vous allez l'avoir tout de suite. Et n'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, donc si vous voulez récupérer, je vais probablement écrire un petit article pour résumer ce que l'on s'est dit aujourd'hui, comme ça vous aurez les chats sur LinkedIn. Mais voilà, là vous avez une mapping avec les différentes activités qui sont là. Il n'y a pas grand-chose sur tout ce qui est justement l'accompagnement permanent, tous ces éléments-là. Donc il y a différents angles qui sont pris. On fait la protection à domicile, les aides, les trucs. Machin, mais bon voilà, toute cette partie métavers c'est vraiment très très fraîche. Bravo à vous d'être venu avec le mot métavers senior. Je suis vrai, j'ai eu 10 questions hier pendant la journée, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis bon, on a peut-être un tout petit peu d'avance, mais bon, franchement, on le doit, on doit à un moment se poser cette question-là, d'assembler des éléments qui n'ont pas forcément lien les uns avec les autres. Le dernier point, c'est de dire aussi quelles sont les sociétés à suivre, parce qu'elles sont en train, à mon avis, d'avoir pris de l'avance. Alors, tout à fait en bas, vous avez Rodever et vous avez la société Lumin Rodever, c'est aux États-Unis et Lumin, c'est une société française, où ils proposent des univers, des voyages, en fait. Mais ça reste, je dirais, très réalité virtuelle. Vous mettez votre casque. Ou bientôt vos lunettes. Et c'est ce qui est important, c'est que jusque-là, vous avez une vision 3D qui est très basse, lourde, en fait. Il y a des lunettes qui vont sortir la semaine prochaine, je crois, puisque je vais avoir une démo, c'est le vendredi de la semaine prochaine, qui sont beaucoup plus légères, qu'on va pouvoir porter. Alors, c'est des lunettes opaques qui donnent un peu l'impression de porter des Ray-Ban, mais ça va ouvrir le champ. Vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir ça dans le métro. Vous allez avoir des personnes avec des lunettes de soleil dans le métro, au lieu d'avoir le casque, c'est simplement elles seront en train de regarder des films, de se balader dans les univers, et vous pourrez noter, parce que la tête de son train de bouger, forcément c'est réactif en fait. Donc ça arrive très rapidement. Donc fini les grosses lunettes qu'il faut équilibrer, la batterie n'est pas tout le temps bien foutue, vous avez un peu mal à la nuque et puis ça vous perturbe. Là, vous allez rester avec un écran qui va être devant et qui vous laisse connecter. Donc, le retour à la réalité ne demande pas les 5-10 minutes. Quand vous avez fait une heure d'immersif, vous avez besoin des salles de décompression prévues et vous avez toujours besoin d'une dizaine de minutes comme ça pour revenir. Là, c'est beaucoup plus, quand vous les essayez, c'est assez étonnant. J'ai essayé des protos, c'est assez étonnant. Vous envoyez les lunettes, en 30 secondes, vous êtes revenu. Donc, il y a un retour comme ça qui est beaucoup plus facile et qui va, à mon avis, généraliser ces éléments-là. Et c'est mieux, le prix ces lunettes, parce que l'Oculus, vous avez vu les prix, ça va de 1500, alors on trouve du 400, 500 euros, et puis ça monte à 1800 euros. Et là, on est plus dans la zone de 250 à 350 euros, ça redescend. Pardon ? Ça vient des États-Unis ? Et ça, pour l'instant, ça vient des États-Unis. Il y a je suis en train de regarder pour l'achat, justement pour la fabrication, pour la captation, il y a des Ray-Ban qui viennent de sortir, elles doivent être à 240 euros, Black Friday, elles doivent être à 160 euros, où il y a du 5, c'est du 5K en termes de pixels qui est capté juste avec des lunettes. Donc vous portez des Ray-Ban et vous faites des séquences, il y a 4 gigas embarqués, donc il faut faire à peu près une minute, 500 photos comme ça, et avec l'autonomie directement avec les Ray-Ban. Donc non seulement pour la captation, ça va être beaucoup plus simple et relativement anonyme, et pareil pour la restitution, vous avez cette possibilité-là. Donc des choses
quelque chose de beaucoup plus large. Donc moi, je suis en train de travailler avec... Je voulais juste poser une question justement. Est-ce que l'opérabilité, est-ce que c'est un écosystème, enfin c'est ouvert, ou est-ce que ça sera, elles vont avec un univers spécifique? Alors pour l'instant, c'est assez ouvert. Il y a une grande bataille en fait entre les différents outils de rendering pour fabriquer les métaverses, entre du Unreal Engine, la version 5, qui va être juste catastrophique parce que ça demande une CPU, alors il y a un tout petit peu universel, mais ça demande la CPU de la bande passante, c'est juste très complexe. Unity est un peu plus léger à faire, donc pour l'instant ça tâtonne un tout petit peu en termes d'interopérabilité comme ça entre les plateformes. J'ai l'impression que c'est un peu comme vous savez, comme les photos au début du digital, on ne savait pas trop si c'était le MPEG, le truc, le niveau de compression. À un moment, on capte du RAW, et puis le RAW, après, on arrive à le décliner, donc on garde la source initiale pour l'adapter. Pour l'instant, ça se tâtonne, et je ne suis pas rentré dans le détail, mais je suis en train de me dire, tiens, voilà, quel va être les usages, et quelle va être la manière d'orienter la perception du métaverse pour pas louper des trucs, pour les seniors, louper des trucs, moi, comme je vous l'ai expliqué, pour le sous-sol. Voilà, on fait pour d'autres applications pour l'assurance, il y a de la captation pour les sinistres, d'arriver à capter par exemple un sinistre, prendre des photos. Donc on est déjà capable de prendre des photos et de jouer un rôle d'expert en certifiant les photos, en faisant de l'horodatage et de la géolocalisation. Ça vous évite à l'expert, vous voyez, en temps réel, de passer après. Imaginez si vous le faites, si vous fabriquez un métavers d'un sinistre, ça y est, vous allez figer une scène de crime avec toutes les informations, entre guillemets, pour faire l'analyse complète. Donc je me dis, tiens, il y a des applications comme ça sympathiques. Métavers, dont je n'ai pas parlé là, c'est l'application aussi, c'est les salles de réunion où vous allez injecter de la technologie de traduction un peu automatique. Vous avez la possibilité de réunir 20 nationalités dans la même pièce, et elles vont toutes parler la même langue en temps réel. Donc application militaire directe, vous avez l'OTAN à coordonner. Vous avez des briefing rooms tous les matins, au lieu de le faire dans un anglais pitoyable par des uns et les autres, surtout avec une langue, avec des anglais par rapport à l'Europe qui sont sortis, ça en devient quand même avec le Brexit totalement paradoxal, mais bon, là c'est un peu les Américains qui mènent le jeu. Donc il y a des possibilités comme ça d'avoir des hommes avec un talent, une confidentialité de manière très très visuelle. Voilà. Donc il y a des applications un peu moins pour les seniors, cela dit, bon, why not aller participer, d'aller explorer des éléments. Je n'ai pas parlé des écologies, il y a des très bonnes applications dans le domaine que j'ai essayé de mettre en avant il y a 6 mois. Il y a le chef Raoui, qui est venu en France en octobre dernier, mais lui avait commencé par Google Earth, et sur Google Maps et Google Earth, il avait fait la délimitation de son territoire. Et donc Google Earth, l'avantage c'était les photos satellites, et donc il avait un peu délimité la déforestation qui était en cours. Il a eu la bonne idée après de commencer à faire un pointage de tous les arbres. Donc sur Google Earth, si vous y allez, le pointage des arbres, il a rajouté les animaux, les lieux, il a rajouté les personnes, et tout ça a été basculé il y a 6 mois, c'était basculé en métaverse, vous avez la possibilité de vous balader maintenant dans la forêt, directement. Donc à un moment, ça devient un outil, on pourra parler des conséquences écologiques des métaverses, des nouvelles technologies, si vous voulez après. Donc vous voyez, dans la manière d'utiliser les métaverses, ça peut être un outil comme ça, très militant, à la manière de défendre un territoire, de le représenter virtuellement pour le rendre, pour le figer pour tout le monde et le rendre accessible en plus à tout le monde. Donc ça aussi, ça peut être pour les seniors, une manière de découvrir l'Amazonie de manière complètement autre. Et si vous avez un outil, alors que je crois qu'il y a du brésilien français, donc si vous voulez parler avec des Indiens, vous prenez les dessus et il y a une possibilité comme ça de parler directement en brésilien, en français, avec les Indiens ou la partie des Indiens qui parlent brésilien, mais pas tous brésilien dans cette partie-là. Vous voyez le genre de choses et de liens comme ça qui vous permettent d'être un peu au corps du public. Donc ça c'est, vous voyez, le dernier point, donc ça reste très spectateur d'un monde un peu, c'est un cinéma dans lequel on se promène, on se balade, très immersif, donc en effet vous êtes en train de voyager. Le premier point, lui, la première société c'est Silvar Adventures. Là c'est beaucoup plus collectif, c'est-à-dire là ils sont allés plein pied, donc c'est plus simplement des spectateurs, mais on est spectateur actif, on peut se balader, on peut s'arrêter, on peut interagir. Donc il y a eu un enregistrement comme ça, 3D qui a été fait, qui permet de se déplacer. Et
et surtout de le faire en collectif. Donc, et vous n'êtes pas avec un avatar, vous voyez l'avatar de l'autre personne, et vous êtes en réalité subjective. Donc c'est votre caméra intérieure, c'est vos yeux, vous êtes en train de regarder et de faire votre truc. Donc là, il y a de multiples activités, il y a des sorties dans les musées, il y a des cours, il y a des leçons de méditation, je vous passe. Je vous invite à aller regarder leur site, intéressant en termes de richesse, de nombre de trucs. Et puis surtout, ils ont mis, c'est une sorte de programme, je dirais pas à la Netflix, mais toutes les 3 fois par semaine, ils sortent quelque chose de nouveau. Donc une alimentation en continu et en contenu comme ça qui est assez intéressant. Deuxième société qui s'appelle Embodied Lab, où là, vous faites, il y a beaucoup de un travail où vous êtes en train, alors c'est plutôt pour les aides-soignants, c'est pas directement pour les personnes âgées, mais pour les aides-soignants, pour les mettre dans des situations d'aide. Donc par exemple, supermarché, si vous formez si vous êtes une chaîne et montrer la difficulté que par exemple une personne âgée est chercher qui n'a pas aidé quelqu'un pour atteindre le niveau 3 ou le 4e, ne serait-ce que les produits, ou même les produits qui sont au ras du sol. Donc là, on explique un peu ce truc-là, c'est une sorte de mise en situation qui est assez intéressant. Et le troisième, il y a une application qui s'appelle XR Health, qui aide beaucoup plus. Alors vous avez une partie patient, et puis une partie suivie, donc pour les professionnels de santé ou les aides-soignants, c'est assez particulier. C'est si par exemple vous avez eu une opération de la hanche, opération de l'épaule, etc., on vous donne des exercices spécifiques, très ludiques, comme ça pour vous entraîner. Donc, parce que la kinesthésie n'est pas tout le temps bien appréciée. Pareil, j'en discutais avec une orthophoniste, je crois qu'il y a des applications pour l'orthophonie, et surtout, donc, vous pouvez regarder vous-même en tant que patient, regarder un peu l'évolution de vos scores, une sorte de gaming avec vous-même, mais en plus de ça, le personnel soignant a accès à ces informations-là pour voir les courbes, voir s'il y a besoin de changer d'exercice, il y a un effet lassitude, 7-8 séances, on se lasse, donc on change de jeu, on change. Donc là, il y a du shooting, il y a du sabre samouraï, il y a un peu tous ces éléments-là dans l'exemple qui est donné, enfin qui est en démo comme ça sur le site. Est-ce que j'ai d'autres choses? Je ne crois pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous voyez, tant sur la technique, sur la définition, sur les applications, sur l'utilisation. Gardez en tête que c'est vraiment neuf. Plonger dans chacune des techniques, parce qu'il y a tout ça qui est en train un peu de se combiner. Je ne vais pas parler de quantique, je ne vais pas parler d'IA, mais voilà, tout ça est un peu en train de se mélanger, qu'il faut arriver à le combiner pour se dire et si, il y a aucune certitude là. Il y a beaucoup de sociétés qui sont là-dedans avec des moyens absolument colossaux. Bon, il suffit de regarder, Facebook avec le changement en méta, ils ont mis 14 milliards. Pour l'instant, il y a 200 000 personnes sur la plateforme. Donc, stratégiquement, il n'y a pas trop le choix, parce qu'ils perdent à peu près, je ne sais plus trop, 20 ou 30% des gens qui ont entre 15 et 25 ans qui viennent sur Facebook et que. Donc, en revanche, tout le monde part sur TikTok, part sur Epic Games, ils ont fait les réels pour montrer comme ça sur la partie TikTok, mais Metaverse répondait aussi à cette volonté-là. Mais si vous avez déjà joué à Epic Games, à Fortnite, vous pouvez voir la différence en termes de qualité, du côté addictif qui a particulièrement été par le neurocognitif, qui est juste remarquable sur Epic Games. Vous êtes accro en 2 fois 10 minutes, ça y est, vous êtes accro. Donc voilà, donc il y a des tas de choses auxquelles Facebook, en fait, Facebook ne sait pas faire. C'est pas la même chose. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des besoins d'approfondissement? Je suis à votre discours pour le reste, parce qu'il faut que je fasse 10 heures. Est-ce que ça a été testé sur des seniors? Est-ce que vous savez comment vous êtes arrivés, comment ils sont arrivés à tester sur les seniors tous ces produits-là? Ils l'ont testé aux États-Unis, donc il y a une logique très psychologie behavioriste aux États-Unis, où on regarde la foot, qu'on n'a pas tout le temps en France, où on parle d'un protocole un tout petit peu complexe et autres. Et si vous regardez, vous savez ces éléments-là. Moi, par exemple, c'est aux États-Unis que j'avais trouvé, dans ma ferme, je vais prévoir un camp un peu spécialisé pour les retraités. Et j'avais noté, il y avait une cohorte qui avait été faite aux États-Unis, mais elle était plus petite, c'était Esteban de mémoire il y a 4-5 ans. Il y avait 40 000 personnes qui avaient été suivies, où on voyait qu'une personne qui faisait 1 heure d'activité par jour
avec 1 heure, au bout d'1 an, gagner entre 5 à 8 ans d'espérance de vie sans complications médicales. Juste avec 1 heure par jour. Autrement dit, quand vous faites 1 heure de sport, vous voyez, pour donner un chiffre, 1 heure de sport, ça donne à peu près 24 heures de vie supplémentaire sans complications médicales. Donc ça, moi, je vais probablement le développer à la ferme, avec des applications spécialisées, avec du monitoring d'activité, parce que là aussi, on peut faire ça. Vous faites l'activité, vous rajoutez la socialisation, le rôle de donner du sens à la personne en vendant des pâtés de sanglier, des morilles, enfin ou autre, et puis éventuellement des cours, enfin, on est en train de réfléchir sur d'autres choses. Donc, vous savez, enfin voilà, vous avez gagné la partie du cœur. Moi, ça participe d'un credo sur, il va y avoir des maisons de campagne dans les fermes, et pas simplement à la campagne. Donc là, il y a ce besoin, enfin, j'y crois. Et là, en revanche, pour tous ces trucs-là, c'est très neuf, c'est arrivé pendant le Covid. Je pense que pendant le Covid, ça a bien marché. Je ne connais pas les résultats. Mais c'est plutôt la littérature américaine, vous allez trouver, par exemple, c'est aux US que j'ai trouvé l'histoire des 15 cigarettes. Vous isolez une personne âgée, à 70 ans, c'est comme, voilà, vous avez le choix entre l'isoler ou lui donner 15 cigarettes par jour, c'est pareil. Là, on dit, waouh, c'est fort. Et il y a un truc, c'est que je l'ai fait tester, j'ai testé sur ma mère, je l'ai pris un peu comme cobaye, réalité immersive, à un rendement. Le cas de Noël, ça risque d'être, je suis en train d'essayer de trouver une solution française pour l'alimenter comme ça, parce que c'est une vraie demande de trucs. Elle a voyagé pendant toute sa vie, dégénérescence nerveuse, chaise roulante actuellement. Bon, il y a 2 ans, c'est le truc. Vous l'avez testé avec le casque Je l'ai testé avec le casque, mais trop lourd. Et j'avais pas à l'époque, je ne savais pas qu'on faisait des casques avec batterie à l'arrière pour arriver à rééquilibre. Mais elle était désorientée quand même. Elle est sortie de là, elle était assise, problème de trou, mais bon, c'est parti. Je voyais les yeux partir, enfin c'était assez étonnant. Donc elle continue un peu à tourner la tête, à chercher, enfin bon, donc là je me suis dit, oula. Je vais avoir des limites comme ça, on peut respecter. C'est pour ça que j'attends beaucoup les lunettes et je n'ai pas choisi que les lunettes en C'est trop lourd les casques. Pardon ? C'est trop lourd les casques. C'est trop lourd et puis ça ferme trop. Vous voyez, c'est en effet l'immersif. Donc c'est bien si vous êtes centrale, je sais pas, on vous met dans une centrale nucléaire et puis vous devez prendre les bons gestes comme ça pour le truc et vous avez le bruit et tout le truc. Vous êtes dans un incendie, vous avez l'immersif, enfin bon. Donc l'immersif a des effets comme ça, neurocognitifs, une accélération de réelle immersion qui sont presque trop forts pour les personnes âgées. Donc les mettre en revanche en connexion et puis les laisser quand même en contact avec la réalité, ça calme le truc, ça n'empêche pas comme ça un peu de l'immersion, mais ça va un dosage un tout petit peu plus fin pour cette immersion. Ça risque de développer une addiction quand même. Ah mais il va y en avoir, mais après, vous avez vu Xi Jinping en Chine, il a dit pas plus que 3 heures pour les enfants de moins de 18 ans pour les collèges. Et si vous regardez Elon Musk, encore Steve Jobs, Bill Gates, ils ont interdit les écrans à la maison pour leurs enfants. Il ne faut pas plus de warning que ça sur la décérébralisation en cours de toute une génération. Et moi, je peux vous dire vraiment en affaire, quand je vois tous les gens en train de faire du TikTok comme ça dans le métro actuellement, en 6 mois, la propagation qu'il y a eu, mais c'est. Voilà, bon, tant pis, mais. Voilà. Et en effet, pour les personnes âgées, après, on va se poser la question quelle est la dose optimale? C'est pareil pour les CBD ou sur le truc, en fait. Où est le curseur? Donc là, il y a un travail d'éthique à faire, de définition de règles, qui n'est pas fait par le législateur, le politique s'en tape complètement, parce que toute une partie de la population comme ça, on pensait que le Covid allait, ce qui peut se passer dans les EHPAD, les maisons de retraite, allait envoyer un warning là-dessus, mais il y a rien. Il y avait les médias, il y avait les bruits là-dessus, il n'y a rien, alors que c'est un cinquième de la population. Mais, bonne question. Voilà, après, il faut tester, il faut apprendre, il faut publier là-dessus, partager, lancer les débats sur les réseaux sociaux, sur les trucs, et à faire remonter un peu ce truc. Je pense que la bonne dose, c'est 1 heure, 1 heure et demie par jour. Si vous le faites en collectif, il faut aller jusqu'à 2 heures. Voilà. C'est une règle doigt levé comme ça, aux heures midi, je pense
pense que voilà, 2 heures sur 16 heures, comme ça, ça devient 15% à peu près de la journée. Qui sont une sorte de fuite, une sorte de paradis artificiel, mais en même temps avec un impact cognitif suffisant. Il n'y a pas de crash chimique et c'est pas la drogue. C'est un shoot de bonheur, comme plus souvent les personnes ont regardé ça, enfin, le transport de l'autre. Alors en fait, pour la longtemps, j'ai pas vu pour la mer, j'ai passé 2-3 fois. Je ne sais pas si encore ça reste, enfin, voilà, je suis pas sûr. Mais dans les démarches expérimentales, dans la ferme, dans les maisons, c'est ça, c'est des maisons à la campagne. Ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai monté une cabane. Donc j'ai 2 options. J'ai un terrain constructif, comme ça j'ai à peu près 1 hectare, un peu moins de 8 000 m², et j'avais prévu de faire des cabanes et de faire du mix d'artistes à résidence avec des personnes âgées à résidence. Dans lequel, enfin dans ce contexte-là, il y a une technologie avec ça. Éventuellement, mixer les deux. C'est de mixer et puis de m'en servir un peu comme une cohorte, une mini-cohorte, pour faire l'expérimentation. Par exemple, j'ai installé le trampoline. Parce que le trampoline, si vous réfléchissez sur la meilleure truc, il faut travailler l'impulsion, l'équilibre, le truc, le cardio, enfin vous voyez, c'est voilà, le truc absolument super. En plus, ça, vous pouvez faire, vous mettez 2 trampolines à côté de l'autre, et c'est 2 personnes qui s'amusent. Voilà, 2 sur trampoline, enfin voilà, c'est un peu tous ces jeux-là. Donc c'est de pousser la réflexion qui n'a pas encore été faite là-dessus. Il y a un véritable credo de redonner une utilité sociale à des fermiers, des agriculteurs, un complément de revenu éventuellement, puis du bas, parce que il y a du jardinage qui est possible, il y a par jour, de vendre, d'aller chercher des vaches et armures, le truc de l'exclusion. Et ça ne s'appliquera pas à tous les retraités, mais on fera beaucoup de retour à la chair, à la nature, en fait. Là, vous êtes en communion avec la nature, avec le lever de soleil du matin. Moi, j'ai la chance de pouvoir regarder des trucs à peu près 20-30 minutes tous les soirs. Enfin, oui, il y a un truc pour la retraite, mais il faut juste exceptionnel. En termes de canage, Du drôle, c'est 62 ans, 65. Voilà, c'est à peu près là. Mais pour les applications, c'est même à 50 ans, on a 70 ans quand on commence, on gagne, c'est pas une compétition médicale, on gagne 5 ans sans compétition médicale en faisant ces activités. Vous imaginez la mixité, le transgénérationnel qu'il peut y avoir, enfin, tous ces choses. Et l'idée que j'avais aussi, c'était de favoriser le transgénérationnel parce que qui n'a pas eu des rêves, enfin, qui n'a pas eu des enfants heureuses parce que vous faisiez les travaux à la ferme, à un moment, c'est de donner, c'est pour ça que je pense à des mobilogues où il y avait, je dirais, 4 nuits, enfin, c'était avoir 4 personnes. Pourquoi? Parce que la personne âgée peut recevoir ses petits-enfants. Les petits-enfants, là aussi, en termes de désocialisation totale, il faut que c'est un état de maison de retraite, on va voir même une fois par an, et puis on la ramène, enfin, on peut se passer par là quand on est enfant. Donc là, c'est dommage de ne pas utiliser ces surfaces-là pour pouvoir héberger les petits-enfants qui vont venir eux-mêmes à la ferme, qui sont, et c'est découvert qui remparent. Il me semble qu'il y a des choses à penser. Donc, je suis en train d'avancer dans cette direction-là. D'abord de faire la rénovation, j'ai une grange qui fait 800 m², donc il faut que je m'en occupe aussi, et puis après je vais avancer sur ce sujet très compliqué d'un point de vue administratif, parce que dans les dépenses du social, il y a une sécurité bien sûr à garantir, après c'est pas la CCI, après vous êtes une ferme, donc la chambre d'agriculture vient vous dire pourquoi vous faites ça, enfin, c'est... Voilà. Mais c'est un engrenage administratif, c'est du millefeuille comme ça local. Donc là maintenant j'ai bien compris. Je vais vous dire même un truc, je connais bien Teddy Riner, je travaillais avec lui pendant 4 ans. À un moment j'ai dit, c'est Teddy qui va venir donner des cours de judo. Alors les cours de judo, pas pour le jeu, mais pour savoir tomber. Ça a tout bête, mais quand vous avez fait 3-4 ans de judo, vous apprenez à tomber, à lancer les bras pour éviter de se coincer, enfin il y avait tout ce truc-là. Mais la préfecture m'a demandé est-ce qu'il a l'autorisation de donner des cours. On m'a demandé de produire pour Teddy Riner en fait un document certifiant qui pouvait donner des cours. Alors j'ai dit, c'est pas payant, il y avait un titre gracieux, enfin, il ne s'agit pas de donner des cours, c'est juste de partager une passion et puis en même temps de faire vivre comme ça les personnes sur place. Donc voilà le genre de bêtise. Une bêtise qui m'est arrivée il y a 4 mois, c'est transformation du sanglier. On m'a sorti un truc, alors que j'ai les autorisations sanitaires de la préfecture et tout truc, on m'a sorti un document européen qui dit c'est un animal à poil, il n'a pas été, puisque c'est un animal qui est tué de chasse, nous en avons tué 1 million par an, on ne sait pas quoi en faire, donc on les réenterre, on les met sous terre actuellement,
Donc là, pour le transformer, il y a tout un process à suivre. Mais comme il n'a pas été élevé à la ferme et qu'il a des poils, il faut un vétérinaire à temps plein sur place. Donc moi, j'avais prévu de faire un test avec 1 sanglier par jour, je peux faire 5 sangliers en fonction de la taille du laboratoire qui avait prévu. J'ai arrêté, parce que la business model, il faut qu'il y en ait. Alors que j'ai l'impression de juste, par bienveillance, au sens vraiment latin, bénévolence, de vouloir le bien, voilà, vous êtes barré par des gens qui ne comprennent pas les enjeux et puis qui appliquent juste les informations. Qui ne voient pas le Titanic en train de partir en termes de dérèglement climatique, qui leur parler de scission sociale, de trucs et d'autres, enfin, de besoin de refaire du bien, truc, ils n'ont rien fait. C'est très très long. Donc, dans ce cas-là, j'ai oublié de avancer. Je suis en train d'installer une éolienne, je n'ai pas demandé l'avis, simplement je la prévois des montagnes. J'ai fait une cabane sur pilotis de 18 mètres carrés, montée avec mes enfants, et je voudrais en faire 5 ou 6 comme ça pour permettre à la personne aussi de vivre l'expérience cabane, mais en même temps pour revenir sur les vidéos, sur les d'après. Là aussi, pareil, j'ai l'architecte des bâtiments de France, pour 500 mètres de large, avec des ruines, on me dit, non, ça c'est pas la bonne couleur, dans le bois, c'est pas visible. Donc chacun exerce son petit précaré, c'est un peu du pas. Ça n'empêche pas d'avancer, mais il faut prendre de balle. Sinon, j'ai une question sur l'État, etc. Dans l'activité, est-ce que vous avez vu des groupes en France de l'étranger justement sur les seniors qui s'y intéressent? Pas du tout. C'est vraiment le tout début. Non, c'est vraiment le tout début, c'est de l'Internet, le métaverse, c'est dans... Métaverse, si j'avais Blockchain, c'est dans les années 2000, si je compare par rapport à Internet. Métaverse, on est en 96, et après les applications comme ça, c'est du 92-93. C'est vraiment les tout débuts d'applications. C'est de se dire, tiens, voilà, quel truc applicatif. Moi, ce qui me passionne, c'est ces nouvelles applications, c'est ce truc-là. C'était pour Calista d'arriver à mettre à l'époque la musique, la vidéo, le shopping, déjà à le moteur de recherche. En 2000, il est allé voir, d'essayer de faire la fusion avec Google, de rencontrer Larry Page, et pendant 3 heures, d'essayer de lui expliquer l'importance de la vidéo, l'importance, et lui me dire non, ça va rester sémantique. Il n'y a pas suffisamment de vidéos pour être indexé. Il a racheté YouTube 3 ans plus tard, 3-4 ans plus tard. Vous voyez, donc c'est cette démarche-là. J'étais à l'Élysée en 2000, je rencontre Valérie Pécresse, je lui dis on peut acheter la Telista. La Telista c'était 130 millions de visiteurs uniques sur 300 millions d'internautes en Europe. Et je lui dis on peut acheter la Telista pour 200 millions. C'était le post-crash et le crash à la fin du mois de mars, 24 mars, le mois 2000. Et donc là je devais être en mi-avril. La réponse a été Pierre, le digital ne fait que 0,1% du PIB. Donc on en est exactement là. Et là, je partage mon credo ce matin, je pense que c'est vrai, pas vrai, mais la vision très claire que j'en ai, c'est que ça va être très important pour resocialiser, pour redonner du sens, refabriquer de la garde, à domicile, du truc, enfin. Simplifier les démarches administratives aussi. Pardon? Simplifier les démarches administratives. C'est pour ça qu'on a écrit le livre sur les métaverses pour l'assurance. Parce que là, il y a un parcours client, un parcours client, ne serait-ce que pour enrichir l'offre. Il y a un parcours sinistre qui est très intéressant comme ça pour capter l'information, traiter le dossier, avoir un face-à-face avec un conseiller et arrêter de se faire par truc, d'attendre des tas d'experts, enfin tout truc. Il y a des dimensions, des manières de repenser le business model aussi. Alors, ça dépasse un peu le métaverse. Mais c'est le truc qui est horrible, c'est le fameux ratio de sûreté. Donc vous payez des primes, mais c'est un peu à fond perdu. Pourquoi ne pas transformer les primes en investissement? Plutôt que d'avoir un bonus, c'est de l'argent qui est mis de côté. Mais s'il n'y a pas de sinistre, vous récupérez une partie, en fait, des primes, vous les versez. Il faut transformer les primes en investissement. Donc il y a des tas de choses comme ça qui nous ont fait dire à un moment, on va écrire un livre, on va commencer à partager ça. Mais là, c'est la ROAS. Il y a professionnels d'une 60aine d'assureurs qui ont décidé, ils sont ravis parce qu'ils rencontrent quelqu'un de manière complètement autre et il y a des déserts médicaux, mais il y a des déserts aussi sécuritaires, il y a des déserts de services, et l'autre, et là, ils se rendent compte que les personnes à 30 km, ils vont les retrouver comme ça, de manière très amusante, tout petit peu ludique, le petit côté enfant qui est en nous, qui est réveillé et qui marche très très bien. Oui.
pour les seniors, à partir d'un certain âge, il y a la consommation de services sociaux qui souvent sont stigmatisés par la puissance publique, enfin, citoyenne, qui ressemble assez fort en termes de process métier un peu de l'assurance. Très clair. Je ne vous ai pas parlé des avatars. Avatar aussi, ça va être une voie comme ça, très intéressante. Il y a déjà connu une société qui s'appelle Top3 et qui, si je prends une de vos photos, on a la possibilité, avec 30 secondes de son, de fabriquer en fait un avatar vivant avec une synchronisation labiale, enfin, de toute la. Donc c'est pas pour faire une fake news, c'est simplement pour donner vie comme ça. Donc là aussi, il y a des possibilités. On peut rajouter une conversationnelle derrière, 40, 50 questions, rajouter l'IA par la suite. Et au travers de cette société, moi j'ai trouvé la réalisation d'un rêve que j'avais depuis une trentaine d'années. C'était, depuis des études de psycho, c'était de dire à un moment, de pouvoir discuter avec Schopenhauer, en fait, et autres. Donc il y a des possibilités comme ça de réminiscence. Alors, je vous laisse les applications un tout petit peu morbides qui sont après la mort, quand la personne est morte, vous pouvoir continuer à discuter avec elle. Mais il y a donc ça, il y a certains qui explorent cette voie-là, que je ne crois pas, et qui ont vraiment pas envie de pousser cette dimension transhumaniste virtuelle, on va dire. Mais il y a d'autres dimensions qui sont de peut-être faire de la réminiscence par rapport à des souvenirs, par rapport à d'autres éléments, justement pour les personnes âgées, pour éviter les dérives et retravailler de l'ancrage. Ou alors d'avoir quelque chose d'encore plus intéressant, parce que le jour où vous avez une visite d'un musée et que c'est Picasso qui est en train de vous parler directement pour présenter l'œuvre, la note bleue, la période bleue, enfin un peu tous les éléments comme ça de sa vie, ou d'inventer un Rembrandt en train de vous décrire la ronde de nuit. Bon, voilà, imaginez un peu l'impact que ça peut avoir, c'est quand même autre chose que d'avoir simplement une présentation qui est faite par un guide du Magic Museum, en fait, vous voyez. Donc il y a des manières de penser comme ça des futurs très chatoyants, je dirais, intéressants et pas forcément addictifs. Et je me dis, si quelqu'un devient addictif à Schopenhauer ou addictif, bon, je me dis, ça, je laisse le travail et le chemin se fait. Enfin, c'est pas. De toute façon, c'est sûr, ça va bouger, puisque la génération des seniors qui arrive là, et celle qui a grandi avec la télé, donc avec le monde des images, et c'est plus la même chose que ce qui que la radio avant, et eux vont être en recherche de ludique et d'entertainment. Cette tranche-là a vécu avec la multiplicité des images et des formats. Donc c'est là où je suis plutôt positif sur le casque, les lunettes, le portable, enfin tout ça. Donc le responsive, comme on a défini, le responsive, c'est la capacité, vous savez, d'un site internet à s'adapter de l'internet au mobile à iPad. On va être responsive 2.0, je dirais, par rapport aux différents formats. Il y a des moments où on va regarder les écrans, et puis d'autres moments où on va mettre les lunettes, on va les enlever, les poser pour, voilà, quand vous êtes sur Google, vous n'avez pas besoin des lunettes. Bon, cela dit, j'ai une proposition à l'État qui a été retoquée, parce qu'ils m'ont dit, mais non, ça ne sert à rien. C'est de dire, il faut penser le Google 3.0, autrement dit, celui qui va permettre de trouver des avatars, trouver les meilleurs films 3D, trouver tout ça, etc. Pour l'instant, il n'y a rien. Pareil pour rechercher une personne dans les métaverses, parce que les métaverses, comme je vous l'ai expliqué, il y en a peut-être une dizaine, une centaine pour l'instant, mais on a été capable d'en créer 1500 à l'espace d'une semaine. Et la réponse que j'ai faite à Emmanuel Macron quand il disait on va faire un métaverse européen, il a dit non, on va faire 400 millions de métaverses, c'est-à-dire c'est un peu l'équivalent de WordPress, quand WordPress était en 1997, juste avant ça coûtait 30-40 000 francs à l'époque pour faire un site internet. Rappelez-vous les sites institutionnels qui remplaçaient les fameuses plaquettes pour les plus anciens d'entre vous. Tout ça a été balayé par WordPress. Là, on va être exactement dans le méta-presse, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais qui va venir remplacer une sorte de métaverse et de service qui lui va propager et donner la capacité à chacun d'entre nous de choisir le format, le fond d'écran, le rendu, la CPU, le machin, de paramétrer comme ça son métaverse. Ce jour-là, en effet, ça y est, ça va partir, ça va développer le chemin. Surtout que là maintenant, on a une manière, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de fabriquer du contenu, d'apporter là-dedans, de déverser un peu tout son truc, de faire un peu plus utile, surtout pour les seniors. Dans le début de présentation, vous n'avez pas parlé du risque ou de quelque chose de mentionné que le métaverse est conduit à... Le métaverse, si on ne fait pas attention, il est orthogonal à l'écologie, il est orthogonal par rapport à la criminalité, enfin tous ces trucs-là. Il y a des dérives. Alors,
Pour vous rassurer, moi j'étais au début d'Internet, je faisais le nettoyage à la main de l'Alta Vista quand on a fait par exemple en France, il y avait 15 millions de pages. Sur 15 millions de pages, il y avait après 5 millions de porno. Donc il y a ces dimensions-là. Aux États-Unis, il y a encore 5 ans, le soir, il y avait 90% de la bande passante qui était consommée par le porno. Donc il y a des dérives, voilà. Donc à un moment, il faut caler, il faut créer des conditions d'immersion et autres, parce que là, c'est plus simplement des images, on est complètement immergé dedans. Donc voilà, il y a des choses à choisir. Forcément, tout ce qui est criminalité, mafia, en fait, c'est jeté dessus, parce que on peut recourir à des NFT, on peut faire des tas d'actifs, c'est assez facile à faire des bonnes. Et alors après, il y a le gros astéroïde qu'on est en train de se prendre sur la tête avec le dérèglement climatique. Il faut se poser aussi là des bonnes questions, de dire attention de ne pas faire tout et n'importe quoi. Là actuellement, si vous faites du métaverse sur la boîte méta, vous allez être, il vous faut à peu près du 40 mégas, vous allez avoir une CPU qui est complètement saturée, il faut fermer toutes les autres applications. Voilà, il y a un impact qui est non négligeable. Pareil quand on fait de la blockchain, on va faire tout et n'importe quoi. Si vous faites juste du Bitcoin, franchement, une transaction Bitcoin, ça va être à peu près un peu moins d'un mégawattheure. Ethereum a bien divisé par 100, mais on reste quand même dans la zone d'une centaine de wattheures à chaque fois qu'on fait une transaction. Il ne s'agit pas de faire tout n'importe quoi, on mélange les NFT avec des métavers. Voilà. Mais ça, voilà, il faut juste être le maître, si vous travaillez avec un prestataire ou si vous y réfléchissez, d'être capable de l'injecter dans le cahier des charges. Le NFT, c'est quoi exactement par rapport au métaverse que vous parliez tout à l'heure? Alors, le NFT, c'est l'actif numérique, vous savez, pour la bouteille, c'est une sorte de jumeau numérique que vous allez faire, et c'est un actif numérique qui est enregistré sur la blockchain. C'est-à-dire que vous allez faire des transactions de pair à pair, par exemple, dans cette salle. Si j'ai le droit de la bouteille, je peux le faire avec vous directement, sans passer par un notaire, un huissier ou quoi que ce soit. Donc c'est un actif digital qui est fabriqué et qui encapsule comme ça un droit, une valeur, une certification. Voilà. Et ça dans un métaverse. Les métaverses ont fait Flores, donc il y a eu 2 fois d'évolution du métaverse depuis un an. Il y a eu celle de Zuckerberg où on descend, et c'est une société comme celle-là qui l'a fait. Et puis il y en a d'autres qui ont vendu de l'espace des mètres carrés immobiliers virtuels. Donc là on a Sandbox, on a Decentraland, on a Upland. Voilà, il y en a une centaine comme ça, qui ont vendu pour 40 milliards de surface, parce que chaque surface était un NFT, c'était un token qui était validé par la blockchain. Donc vous pouvez faire de l'immobilier virtuel sans avoir de notaire qui est la puissance de l'État, mais vous êtes affranchi de la dimension centralisée de l'État, vous travaillez sur la confiance distribuée qui permet par la blockchain, le fondement de la blockchain. Et donc là, voilà, vous faites du NFT, donc vous pouvez faire du NFT. Moi, je suis en train d'en faire pour des morilles, par exemple. Les morilles me permettent, je prends des photos des morilles, donc là, comme je l'ai tenté il y a 10 jours, il y a le mycélium qui est en train de sortir, on appelle ça une déflagration, donc c'est en train de se propager à la surface. Donc je prends des photos jusqu'à la récolte, et le jour où j'ai fait la récolte, je collecte toutes les photos comme ça qui ont été géolocalisées, horodatées, et je peux les encapsuler dans un QR code qui va accompagner le paquet. Et là, j'ai fait une sorte d'appellation d'origine certifiée, mais non pas de l'appellation d'origine contrôlée. Oui. Donc ça, je l'ai fait pour le Népal. Le Népal a 10 000 producteurs de thé. Pour l'instant, le thé était pris, on le mettait dans le thé indien. Là, maintenant, ils ont 1000 producteurs qui ont été référencés. On capte ce truc-là. Dans le QR code du thé népalais, vous avez la certification d'origine. Parce que vous avez toutes les étapes, tout le chaînage qui est fait. Et là, la blockchain intervient, on chiffre chacune des étapes. Et les 20 ou 30 opérations sont une fois tous les 2 mois posées comme ça sur Internet, et donc on les regroupe. Donc il y a 10 000 transactions qui sont rassemblées en une seule et qui sont ancrées pour être opposables également par une certification. Voilà. Le NFT, c'est toujours avec la blockchain. Le NFT est toujours lié à la blockchain. On peut en faire sans blockchain, on peut le faire de manière privée. Mais les plus solides sont ceux qui s'appuient sur une blockchain publique de type Solana, Cardano, Ether, Bitcoin, une quarantaine de technologies. Pas de questions. On a fini.